Varennes, l'échec de la fuite du roi Louis XVI. Bonjour à tous. Quand on pense à la Révolution française, on imagine souvent la prise de la Bastille ou la Terreur. Mais entre ces deux extrêmes, il y a un événement court, d'à peine 48 heures, mais qui a scellé le destin de la monarchie française et a rendu pour la première fois la République non seulement pensable, mais inéluctable. Nous sommes en juin 1791. Louis XVI et Marie-Antoinette se sentent prisonniers aux Tuileries depuis la marche des femmes sur Versailles en octobre 1789. Le roi, bien que chef d'un régime désormais constitutionnel, se sent humilié et privé de sa liberté. Il est temps d'agir. Sa fuite, qui se termine à Varennes, n'est pas seulement une tentative d'évasion. C'est le moment où la confiance millénaire entre le peuple et le souverain se rompt de manière définitive. Alors comment ce plan, minutieusement préparé par la reine et ses fidèles, a-t-il pu échouer de manière aussi spectaculaire ? Et surtout, comment cette trahison a-t-elle forcé la France à se poser la question qui était jusque-là taboue ? Faut-il un roi ? Découvrons ensemble le récit haletant de cette fuite qui s'arrête à Varennes. Pour comprendre le départ du roi le 20 juin, il faut revenir aux 2 années de révolution qu'il a subies de plein fouet. Alors lui, qui avait réuni les États généraux en mai 1789 pour voter de nouveaux impôts, a vu rapidement la situation lui échapper. En octobre, la marche des Parisiennes l'a ramené, avec toute sa famille, de Versailles à Paris, dans le palais des Tuileries où il se sent prisonnier. L'Assemblée nationale, en préparant la Constitution de 1791, a certes établi une monarchie constitutionnelle, mais le roi voit ses pouvoirs réduits en permanence. Alors oui, on lui a octroyé un droit de veto, c'est-à-dire le droit de s'opposer à une décision ou une loi. C'est ce que ça veut dire en latin, veto, je m'oppose. Il l'utilise beaucoup d'ailleurs, tellement qu'on le surnomme Monsieur Veto. Mais c'est un veto suspensif, donc temporaire. Et à la fin, la loi, elle passe quand même. Autre changement important, Louis XVI n'est plus roi de France, celui que Dieu a choisi pour roi, mais un roi des Français, celui que les Français acceptent comme roi. Alors il subit tous ces événements de mauvaise grâce et il se sent contraint de consentir à toutes ces politiques qu'il désapprouve dans le fond. Alors Louis XVI est aussi un roi profondément pieux. Or, la Révolution a adopté la constitution civile du clergé qui soumet l'Église au gouvernement, une politique à laquelle Louis XVI s'oppose totalement. Et le point de rupture est atteint lors des Pâques inconstitutionnelles en avril 1791. Le roi souhaite alors aller à Saint-Cloud pour communier avec un prêtre réfractaire, c'est-à-dire qui n'a pas prêté serment à la Constitution. Mais là, une foule immense entoure son carrosse aux Tuileries, l'empêchant d'avancer, et même les troupes de Lafayette refusent l'ordre de disperser la masse. Le roi est forcé de rentrer. Humilié, Louis XVI est désormais convaincu qu'il est prisonnier. Et c'est là qu'intervient le comte suédois Axel de Fersen. L'ami, le très bon ami, en fait très probablement l'amant secret de la reine Marie-Antoinette. Oh, mon ami, que deviendrais-je sans vous ? Alors Fersen s'endette et il organise tout. Il y a des faux passeports au nom de la baronne de Korff se rendant à Francfort. Il organise la logistique et il réunit même une berline capable de transporter toute la famille royale et leur suite. Alors le plan est simple. Il s'agit de rejoindre le marquis de Bouillé, le commandant des troupes à Metz, qui a promis une escorte jusqu'à la place forte de Montmédy. Louis XVI se déguise en Monsieur Durand, l'intendant de la baronne de Korff, et Marie-Antoinette en Madame Rocher, la gouvernante. Le but, affiché par Louis XVI dans sa déclaration à tous les Français qu'il a laissée aux Tuileries, n'est pas de fuir le royaume pour toujours, mais de se placer en sécurité pour renégocier une nouvelle constitution qui lui donnerait un exécutif puissant et autonome,
tout en dénonçant l'anarchie et les limites imposées à son pouvoir. Sauf que ce document, lu à l'Assemblée, devient la preuve irréfutable de sa trahison. Alors, le départ se fait dans la nuit du 20 au 21 juin 1791. Et malgré la vigilance de la garde nationale, la famille royale quitte les Tuileries, rejointe par Fersen, qui est déguisé en cocher. Mais dès le début, les problèmes s'accumulent. Louis XVI et Marie-Antoinette rejoignent leur berline avec 1h30 de retard sur l'horaire prévu. Et ce retard est fatal. En fait, la famille royale ne semble pas avoir conscience de l'urgence et de la nécessité de faire vite. De plus, si le comte de Provence, c'est le futur Louis XVIII, parvient à fuir, lui, discrètement vers la Belgique, la famille royale, par refus de se séparer, voyage dans un véhicule bien trop grand et bien trop luxueux. Ah bah oui, c'est quand même le roi. Mais ce modèle de luxe est peu adapté à un voyage secret. On a 3 gardes du corps, qui sont déguisés en domestiques, et ils portent en plus une livrée jaune, c'est-à-dire un vêtement, une couleur associée à la maison du prince de Condé, un contre-révolutionnaire notoire. Et d'ailleurs, quand ils sortent du palais, on les voit, et on commence à murmurer à Paris. Quelle est cette berline qui vient de sortir en pleine nuit du palais ? Louis XVI lui-même commet une imprudence majeure. Il pense être aimé de ses sujets, il est curieux de découvrir son royaume. Finalement, il a assez peu voyagé, ce roi. Donc il sort régulièrement de sa voiture lors des arrêts pour discuter avec les habitants. Tous ces retards ont des conséquences, notamment pour les points d'étape, où doivent attendre des escortes militaires. Alors à Pont-de-Sommevel, le premier détachement, commandé par le duc de Choiseul, il s'est retiré. Il était fatigué par l'attente prolongée, et il commençait à voir les paysans qui s'agitaient, craignant que des soldats soient là pour collecter des impôts. Alors Choiseul a paniqué et il a ordonné à ses troupes de se replier. Ce qui fait que quand le convoi arrive, il n'y a pas l'escorte. Et à ce moment-là, il a 4 heures de retard. Un peu plus loin, à Sainte-Ménehould, c'est un relais de poste, l'endroit où on va s'arrêter pour changer les chevaux. Et là, l'inévitable se produit. Le maître de poste, qui s'appelle Jean-Baptiste Drouet, un ancien soldat, pense reconnaître la reine, puis le roi, en comparant son visage, alors non pas à la pièce, comme on a pu le dire, mais à un assignat, un billet de l'époque de 50 livres. Et sur l'assignat, il y a le visage du roi. Et dès que la berline repart, Drouet et son ami, Guillaume, se lancent à cheval. Et ils vont devancer la famille royale jusqu'à la prochaine ville, prochaine étape, Varennes, en Argonne. Et là, aidé par l'épicier et le procureur syndic, Jean-Baptiste Sauce, il barricade le pont de l'Aire. Le tocsin sonne, alertant la population, et Louis XVI est arrêté. Halte là! Halte! Qu'est-ce qui se passe? Où allez-vous? À Francfort. C'est pas la route. Je suis le procureur de la commune de Varennes. Votre passeport? Et ramené à la maison de l'épicier. Excusez-moi, je suis un modeste épicier, mais c'est propre chez moi. Entrez, madame la baronne, entrez. Là, l'épicier vérifie des papiers qui sont évidemment signés par le roi et pour cause, mais un juge qui a été alerté reconnaît formellement Louis XVI. Bonsoir. Sire. Le roi, démasqué, admet que c'est bien lui. Mais il supplie les villageois de l'aider à rejoindre Montmédy. Alors ça se joue vraiment à pas grand-chose. Parce qu'il faut imaginer qu'à quelques dizaines de mètres de là, vous avez un détachement de hussards. Les hussards, ce sont des cavaliers, les fameux cavaliers du duc de Choiseul. Et ces hussards tentent de se frayer un passage dans la nuit jusqu'à la famille royale. Mais ils n'y arrivent pas. Et ils ne prennent pas sur eux la décision d'y aller en force, en sortant les sabres et peut-être en violentant les gens qui les empêchent de passer. En même temps, depuis Paris, dès qu'on a appris la nouvelle du départ du roi, Lafayette, qui commande la garde nationale, a envoyé des cavaliers dans toutes les directions avec l'ordre de ramener le roi. On a donc ces cavaliers qui arrivent à Varennes, ce carrosse qui est arrêté, le procureur syndic Sauce, Drouet, le juge qui l'a reconnu, bref, la situation devient inextricable.
Et finalement, les villageois, effrayés par la présence des soldats qui sont quand même très proches, décident de renvoyer le roi à Paris. La fuite est un échec retentissant. Louis XVI est donc ramené à Paris le 25 juin 1791, après 3 jours de voyage très pénible. Un retour traumatisant. On peut imaginer cette famille royale, déjà piteuse de cet échec, escortée par une foule immense et des centaines, peut-être des milliers de gardes nationaux. Alors à Paris, l'Assemblée nationale avait d'abord tenté de sauver les apparences. Oui, c'est une assemblée d'une monarchie constitutionnelle. On a donc besoin du roi. Et donc on va prétendre que le roi a été enlevé par les ennemis de la Révolution. Romeuf, prenez note. Les ennemis de la Révolution ont enlevé le roi. Personne n'a enlevé le roi. Qu'est-ce que vous voulez, Bailly? Une république? La perte du roi? Sauf que on a découvert le fameux texte que le roi avait laissé avant de partir. Et donc évidemment, la trahison apparaît au grand jour. Pour éviter l'émeute ou l'assassinat du roi, des affiches sont placardées dans tout Paris sur ordre de Lafayette. Elles disent « Quiconque applaudira le roi sera bâtonné, quiconque l'insultera sera pendu ». Et donc, imaginez cette foule de 6000 personnes qui assistent à l'entrée du cortège à Paris dans un silence impressionnant. On n'entend que les sabots des chevaux et les roues du carrosse. Imaginez un peu ce qui se passe alors dans la tête de Louis XVI. D'ailleurs, sur le trajet, les citoyens gardent leur chapeau sur la tête. C'est un signe d'irrespect pour bien montrer leur indignation. Et on commence à représenter Louis XVI dans les caricatures sous les traits d'un cochon. Une chose absolument impensable quelques mois plus tôt. Alors politiquement, cette crise de Varennes est existentielle pour l'Assemblée, qui était sur le point de finaliser la Constitution de 1791, instaurant une monarchie constitutionnelle. Oui, parce qu'après Varennes, la confiance dans la royauté bascule profondément. L'idée d'une république, qui était jusque-là marginale, devient centrale. Et des débats font rage, notamment au sein du club des Jacobins, qui se fissure. Vous allez avoir tous les modérés, menés par Barnave, qui se séparent pour former un club concurrent qu'on va appeler le club des Feuillants. Eux, ils tentent de sauver la monarchie. Et les plus radicaux, comme Robespierre ou Danton, se rapprochent, eux, du républicanisme. Et le 17 juillet 1791, cette tension explose. Alors qu'on a le club des Cordeliers et des milliers de citoyens qui se rassemblent au Champ de Mars pour signer une pétition exigeant la déchéance du roi, Lafayette et la garde nationale ouvrent le feu sur la foule désarmée. C'est le massacre du Champ de Mars, qui consomme la rupture entre le peuple et une partie des élites politiques modérées qui dirigeaient alors l'Assemblée. Alors Louis XVI n'a rien à voir dans ce massacre, mais lors de son procès, on va quand même l'accuser de l'avoir ordonné. Alors tant bien que mal, l'Assemblée réussit temporairement à rétablir Louis XVI dans ses prérogatives, après qu'il ait prêté serment à la Constitution en septembre 1791. Officiellement, le projet de monarchie constitutionnelle est sauvé. Mais en réalité, la fuite du roi, c'est la mort symbolique de la royauté. Louis XVI n'est plus le père nourricier, mais un traître comploteur. Le roi lui-même l'a pressenti, en se lamentant lors de son arrestation. Il n'y a plus de roi en France. La conviction que la royauté ne peut coexister avec la souveraineté populaire, c'est un principe défendu notamment par les Cordeliers, a fini par s'imposer. D'ailleurs, moins d'1 an et demi après Varennes, la monarchie est abolie. La fuite du roi est l'un des chefs d'accusation, développé par la Convention contre Louis XVI, et qui mène à son exécution en janvier 1793. Finalement, Varennes, c'est l'épisode qui, par un concours de hasard et de maladresse, a dévoilé la duplicité du roi. Et il a ouvert la voie irréversible vers la République, et même pour certains historiens, vers l'autoritarisme de la terreur qui en a découlé. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, faites entendre votre voix comme les citoyens de 1791. Une note, un commentaire, c'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast.
Abonnez-vous aussi, c'est gratuit et vous serez certain de ne manquer aucun nouvel épisode. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.